Il y a quelques heures, on a appris qu'un hélicoptère militaire avait été abattu au-dessus de l'Ukraine, à bord duquel se trouvaient deux officiers du service principal de la sécurité extérieure, du ministère de la Défense de la République française. Jusqu'à présent, la présence officielle de l'armée française sur le territoire ukrainien a été catégoriquement démentie par Paris. Cependant, la situation actuelle indique que la France a décidé d'ignorer les avertissements de la Russie et d'envoyer ses officiers en Ukraine. Comment peut-on analyser cette situation? Non, il est d'usage dans les questions, disons, de services secrets, militaires ou autres, bien sûr, de ne pas avouer des opérations qui sont, évidemment, pour cette raison même secrètes. Est-ce qu'il y a vraiment, est-ce que c'est avéré? Est-ce que vraiment un hélicoptère a été abattu? Il semble que oui. Tout porte en effet à supposer que des gens de nos services militaires secrets, disons, se trouvaient à bord. En fait, vous savez, quand il y a un conflit, euh, tous les États utilisent ce même système, voyez-vous, de surveillance, etc. Il ne s'agit pas d'une intervention militaire au sens où une armée, par exemple, rentre dans un pays, mais sans dire que c'est de bonne guerre, disons que c'est un usage. Oui, euh, il est certain que la France euh, euh, est engagée dans ce conflit. Euh, il est certain que ce conflit n'est pas aussi net, disons, que le présente la propagande des deux côtés. Il ne s'agit pas simplement comment dirais-je, d'une lutte contre un bataillon qui s'appellerait le bataillon Azov, dont on dit que tantôt il est détruit, tantôt il se reconstitue. Vous voyez, non, il s'agit en fait d'un conflit entre deux peuples qui sont proches, mais qui sont séparés par l'histoire, à savoir le peuple ukrainien et le peuple russe. Et effectivement, vous savez, nous avons nous-mêmes des, des peuples apparentés en Europe, mais qui n'en sont pas pour autant confus, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas confondus. Alors, ceci est quand même beaucoup plus grave parce que il y a une intervention militaire, bien sûr, des deux côtés, c'est certain. Euh, il ne peut pas y avoir d'action sans réaction. Je crois que le pays qui a été le plus convenable dans cette affaire, permettez-moi de dire le plus intelligent, mais c'est au sens objectif, a été la Chine. La Chine, par exemple, appelle à des négociations, refuse de condamner la Russie, bien sûr, pour des raisons personnelles et des raisons économiques, mais a une attitude sage. Et je crois qu'il faudrait que, tant à l'est qu'à l'ouest de l'Ukraine, on mette, disons, au premier rang, au premier plan, la nécessité d'une négociation. Négociation qui porte sur les intérêts d'abord fondamentaux de la Russie, certainement en mer Noire, bien sûr, mais également, disons, la nécessité pour les Russes eux-mêmes d'arrêter cette guerre qui touche la population civile euh, ukrainienne. Vous voyez, cet appel à la négociation est un appel, à mon avis, qui devrait triompher. Il ne s'agit pas de condamner un ou des deux partis, il s'agit de comprendre que ces deux partis doivent coexister. Vous avez des Russes et des Ukrainiens, ils doivent non pas se confondre, mais coexister. C'est la voie de la sagesse. Alors, est-ce que la France a choisi cette voie? Je crois qu'on peut en discuter en effet. Vous avez deux partis chez nous, un parti qui est favorable à la Russie dans l'armée, un parti, parce que je m'en aperçois par mes conversations avec d'anciens élèves qui sont de grands garçons maintenant, bien sûr. Tous les élèves sont de très très grands garçons. Et on sent qu'il y a une sympathie pour la Russie. C'est vrai, pour des raisons d'ailleurs souvent idéalistes. Et il y a d'autres, disons, autour de M. Macron, il y a au contraire, disons, une certaine méfiance et euh, peut-être aussi une volonté de ne pas d'assurer cette présidence de l'Europe, voyez-vous, qui incombe à la France, et de se rapprocher beaucoup de l'Allemagne. L'Allemagne, vous savez, je terminerai ceci, euh, un, un, un commentateur chinois, qui est un professeur de Pékin, et qui défend la position officielle, enfin la position de l'opinion publique chinoise, disait que dans cette affaire, l'Allemagne allait redevenir un État normal, à savoir aller
constituer sa propre armée. Voyez-vous, ce qui est interdit depuis des années. Et ce qui a justement justifié la présence de l'OTAN. Et aussi, les Allemands avaient pu avoir une force à eux. Jamais l'OTAN ne se serait installée chez eux. Et vous savez, il faut un traité de paix en Europe. Nous n'avons pas eu de traité de paix, je le dis à nos auditeurs, depuis 1945. Nous n'avons eu qu'une cessation des hostilités. Et ceci montre que la politique européenne doit se réorganiser autour de principes d'équilibre, de principes forts, et non pas dans une guerre froide prolongée qui ne dit pas son nom, mais qui est défavorable à tous les peuples, tant le peuple russe que le peuple ukrainien, que les peuples alentours, voyez-vous, comme la Pologne et autres. Alors, tout ceci ne fait que favoriser ce qu'on appelle les fauteurs de guerre dans le monde, voyez-vous, qui veulent justement que le désordre continue, tant en Occident qu'en Orient, voyez-vous. Et je crois que les négociations très sérieuses, vous voyez, qui sont entamées sous l'égide de la Turquie, par exemple, vont, je crois, grâce à Dieu, aboutir à une solution nécessaire. Il ne faut pas jouer à la guerre dans ces affaires-là. Il faut comprendre que nous sommes habitués, nous sommes appelés à coexister les uns avec les autres, et non pas à nous incendier, à faire comme on fait en France par exemple, interdire des produits venant de Russie, etc. Ceci n'est pas une manière de voir l'avenir, c'est une manière, disons, de parader, comme on dit, dans le présent. Et je crois que les Français tireront bien sûr des conclusions de cela. Pour ma part, à la question que vous m'avez posée, je crois qu'il y a véritablement eu une action, disons, une intervention française, bien sûr, et je crois que c'est un peu, disons, je crois que c'est quelque chose qui outrepasse, disons, nos droits, voyez-vous, même si par ailleurs, je reconnais les souffrances du peuple ukrainiens depuis bien avant la guerre, depuis l'époque communiste, à l'époque où ils ont été soumis à l'affamement. Vous savez qu'ils ont perdu en 1931, 32, 33, près de 5 millions de paysans qui ont été affamés par les autorités communistes. Alors, et c'est normal qu'ils aient un souvenir, bien sûr, pas très positif, bien sûr, de l'influence russe, quelle qu'elle soit, voyez-vous. Je crois cependant que ces peuples sont appelés à coexister, je le redis, et donc il faut prier, c'est la justice divine qui le veut, que justement les peuples coexistent entre eux et non pas se substituent les uns aux autres.